Paragraphe 3. Le temps pour agir. Nous avons précédemment étudié au titre des conditions d'existence de l'action justice, conditions de recevabilité des demandes, les conditions d'intérêt et de qualité à agir. Il existe une autre condition générale qui est une condition temporelle, celle-ci. Il est en effet tout à fait exceptionnel que les actions en justice puissent être exercées perpétuellement. Cela arrive, cela existe. Par exemple, l'action revendication du droit de propriété est perpétuelle, puisque le droit de propriété est perpétuel, il faut bien que l'action qui le sanctionne puisse être exercée indéfiniment. De la même façon, l'action en partage est une action qui peut être exercée perpétuellement, puisque nul n'est tenu de demeurer dans la division. Mais ordinairement, les actions en justice sont enfermées dans une limite de temps. Cette limite de temps est de deux ordres. Il peut s'agir d'un délai de prescription, il peut s'agir d'un délai de forclusion. On parle encore parfois de délai préfixe. On remarque d'ailleurs qu'à l'inverse, la naissance de l'action peut être parfois différée. Il peut arriver que la naissance de l'action ne soit pas concomitante à la naissance du litige, soit par la volonté des parties, par exemple, elles se sont soumises à l'obligation de tenter de trouver une solution amiable, négociée, à ce qu'on appelle un préliminaire de conciliation ou de médiation obligatoire, dont on sait que la jurisprudence a décidé qu'elle était sanctionnée par une fin de non-recevoir. Mais l'essentiel est plutôt dans la cessation de l'action, dans sa disparition par l'écoulement du temps, soit par l'effet donc de la prescription, on commencera par là, soit par l'effet d'un délai de forclusion. Alors la prescription, grand A. Alors, on retient classiquement que la prescription, c'est la sanction d'une négligence, la sanction d'un défaut d'action. C'est le fait pour le titulaire d'un droit de le laisser à l'état passif pendant un certain temps, de s'en désintéresser. Et le droit viendrait sanctionner ce désintérêt marqué pour le droit en consommant son existence, en déclarant le droit prescrit. Cette conception de la prescription, qui est dite conception subjective, n'est pas la seule. Qui est court. D'autres auteurs, Monique Bandrac, et dans sa thèse notamment sur la nature juridique de la prescription extinctive, a défendu tout à l'opposé une conception dite objective de la prescription. La prescription aurait pour simple effet de mettre fin à un décalage persistant entre le fait et le droit, sans aucun esprit de sanction. Alors il est difficile de dire si l'une ou l'autre de ces deux conceptions s'impose. Peut-être y a-t-il matière pour appliquer distributivement chacune de ces conceptions. Ce qui est certain, c'est que la réforme de la prescription extinctive opérée par la loi du 17 juin 2008 marque un pas en avant en direction très clairement de la conception subjective. En tous les cas, ce qui ne prête pas à discussion, c'est que la prescription atteint toujours le droit d'action. Peut-être l'atteint-elle immédiatement, peut-être l'atteint-elle médiatement, peut-être l'effet extinctif de l'action justice est-il direct, peut-être est-il indirect, mais en tous les cas, au terme de la prescription, il y a la disparition du droit d'action. Précisément, ce sont deux conceptions qui s'opposent depuis des lustres entre une conception dite substantielle, substantialiste de la prescription. Celle-ci aurait pour objet le droit substantiel, et puisque le droit substantiel aurait disparu, eh bien l'action qui sanctionne l'existence de ce droit ne pourrait plus être exercée, elle serait irrecevable, ou bien, conception processualiste, la prescription atteindrait directement l'action en justice. Elle laisserait subsister un droit dépourvu de toute sanction procédurale, dépourvu de tout droit d'action. En tout tas de cause, l'action disparaît donc à l'issue de la prescription. Et c'est pourquoi, techniquement, la sanction de la prescription, c'est une fin de non-recevoir. L'action ne peut plus être exercée. Alors, cette prescription, elle varie, les délais sont très différents. Ce que l'on remarque, c'est que la loi du 17 juin 2008 n'a pas unifié la matière. Elle a laissé subsister de très nombreux délais, et elle n'a même pas prétendu, en vérité, prendre position sur les deux conceptions dont je parlais, la conception substantialiste ou la conception processualiste. Et pourtant, certains interprètes ont prétendu découvrir, derrière les textes, des prises de position. Et par exemple,
Le législateur, à l'article 2219, définit la prescription comme l'extinction d'un droit par l'écoulement d'un laps de temps. L'extinction d'un droit, un droit substantiel, a-t-on dit. Il y aurait ici la consécration de la conception substantialiste. En vérité, à lire les travaux préparatoires, il apparaît que cette prise de position n'existe pas, que le législateur a tout au contraire voulu laisser intacts les débats doctrinaux pour ne se prononcer que sur les conséquences concrètes. Et on le voit d'ailleurs, on le vérifie, un autre texte d'importance, l'article 2224 du même Code civil, qui fixe le droit commun de la prescription extinctive en matière d'action personnelle ou mobilière, précise que cette prescription quinquennale a pour objet les actions personnelles ou mobilières. L'objet de la prescription, c'est donc ici le droit d'action. Et de la même façon, à l'article 2227 du Code civil, il est dit que les actions réelles et immobilières se prescrivent par 30 ans. À nouveau, l'objet de la prescription, c'est le droit d'action. Quelles que soient ces conceptions, retenons que la prescription, c'est un mode d'extinction de l'action, sanctionné donc par une fin de non-recevoir. La difficulté majeure est ailleurs, elle est plutôt de distinguer parfois les délais de prescription des délais de forclusion, parce qu'il faut compter aussi grand B avec la forclusion. Il arrive en effet que l'action soit enfermée dans un délai plus rigoureux, un délai de rigueur. Il ne sera alors possible d'agir en justice que dans un court délai, dans un court laps de temps. On parle aussi parfois à ce sujet de délai préfixe. Autrement dit, dans toutes ces hypothèses, l'action en justice a une durée d'existence qui est très limitée. Elle ne peut être exercée au-delà de ce délai très raccourci, sous peine de forclusion. Et la forclusion est elle-même sanctionnée par une fin de non-recevoir. C'est une autre cause de disparition de l'action en justice. Prenons quelques exemples. On considère traditionnellement que le bref délai de l'action en garantie des vices cachés, qui est désormais, on le sait, fixé à 2 ans, est un délai non pas de prescription, mais de forclusion. De la même façon, les actions en contestation, en nullité des assemblées générales de copropriétaires, qui sont limitées à un délai de 2 mois, suivant notification de ces assemblées générales, au moins des procès-verbaux d'assemblée générale, ce délai de 2 mois est, admettons, un délai de forclusion. Et des délais de forclusion, on en rencontre aussi souvent en procédure. En procédure civile, en particulier, les délais de recours, spécialement le délai d'appel, d'1 mois ordinairement suivant la signification du jugement, sont considérés comme des délais de forclusion. Ces délais de forclusion ont pour particularité, là c'est incontestable, de ne toucher que le droit d'action. Le délai de forclusion porte extinction du droit d'action. Il ne porte rien sur le droit substantiel. Et joue objectivement, à la manière d'un couperet. Il n'est plus ici question, en vérité, de sanctionner une négligence, il est simplement question de stimuler, d'imposer une diligence processuelle. Le but du délai de forclusion, c'est d'aboutir à un renfermement de l'instance, de l'action en justice, dans des délais qui soient des délais acceptables. Toute la difficulté, je le disais, est d'opérer dans les faits distinction entre les délais de prescription et les délais de forclusion. Théoriquement, la distinction est assez facile. Les délais de forclusion sont des délais qui sont d'ordre public. Des délais inspirés, je l'ai dit, par un souci de diligence procédurale accélérée. Également, puisqu'ils sont des délais d'ordre public, il n'est pas possible d'y renoncer. Mais pour le reste, il existe également des délais de prescription qui sont des délais très brefs. Il existe de courtes prescriptions. Et par conséquent, en présence d'un délai bref, on ne peut dire a priori s'il s'agit d'un délai de forclusion ou d'un délai de prescription. Parfois, la loi renseignera l'interprète, mais dans son silence, il faudra se reporter à l'interprétation qu'en donnent les juges. Et à défaut d'interprétation, on sera bien en peine de fixer parfois le régime de tel ou tel délai. Parce que précisément,
l'intérêt de ces qualifications, l'intérêt qui s'attache à distinguer le délai de prescription du délai de forclusion, tient à ce qu'ils obéissent à un régime très différencié. Je disais, le délai de forclusion, le délai préfixe, est un délai qui est d'ordre public, qui n'est pas susceptible d'aménagement, de renonciation. Par conséquent, le juge a la possibilité de soulever généralement, parfois le devoir, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un délai de forclusion. Inversement, la fin de non-recevoir tirée d'une prescription ne peut être soulevée d'office par le juge, sauf quelques exceptions, comme en droit de la consommation, mais hors de là, le moyen tiré de la prescription est un moyen d'intérêt privé, nous dit le Code civil. Autre différence, traditionnellement, les délais de forclusion n'étaient pas susceptibles ni d'interruption, ni de suspension. Les causes d'interruption, les causes de suspension de la prescription ne leur étaient pas applicables. L'évolution du droit a poussé un rapprochement entre ces différents délais. Et d'abord, la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation avait modifié l'ancien article 2244 du Code civil qui organisait l'interruption de la prescription par la demande en justice. Et à cette époque, à l'occasion de la réforme des accidents de la circulation, on avait ajouté à l'article 2244 la précision que la citation en justice interrompait la prescription et les délais pour agir, avait-il été dit. Et les délais pour agir. Ces délais pour agir visaient en réalité les délais de forclusion. À partir de là, eh bien, la demande en justice est devenue une cause d'interruption des délais de forclusion. Reste une différence, les causes de suspension de la prescription organisées par le Code civil ne sont pas applicables au délai de forclusion, ainsi d'ailleurs que la Cour de cassation vient de rappeler pour la suspension de la prescription attachée au référé expertise. J'y reviendrai plus loin. C'est dire que des intérêts majeurs s'attachent à cette distinction des délais de forclusion et des délais de prescription. C'est dire que le législateur rapproche pour autant ces deux délais. Et l'on constate que la jurisprudence, à la dernière époque, encore accentué ce rapprochement. Précisons pour le comprendre que la demande d'ordre justice interruptive de prescription n'a d'efficacité interruptive qu'à certaines conditions. Il faut que la demande en justice soit accueillie. Si elle est rejetée pour un moyen de fond ou pour une cause d'irrecevabilité, l'interruption de la prescription sera censée non avenue. Et de même, en cas de désistement de l'instance, en cas de péremption de l'instance, l'effet interruptif qui s'attachait initialement à la demande en justice sera perdu. Mais la réforme du 17 juin 2008 de la prescription a apporté à ces solutions une innovation qui est pratiquement capitale. Anciennement, l'article 2247 du Code civil précisait que l'assignation nulle pour une irrégularité de forme perdait son effet interruptif de prescription. Cette règle a été abandonnée, a même été inversée par la réforme du 17 juin 2008. Désormais, à l'article 2241 alinéa 2, il est précisé que l'acte de saisine d'une juridiction qui est annulé par l'effet d'un vice de procédure, dit la loi, par l'effet d'un vice de procédure, eh bien cet acte de saisine de la juridiction n'en a pas moins interrompu définitivement la prescription. Or, ce texte a vocation à s'appliquer également au délai de forclusion. Et en effet, les causes d'interruption, je l'ai dit, de la prescription valent aussi pour les délais de forclusion. Eh bien, c'est ce que la Cour de cassation vient de décider dans un arrêt très important de sa deuxième chambre civile du 16 octobre 2014, au sujet d'une déclaration d'appel qui avait été portée à Versailles par un avocat parisien, qui croyait pouvoir le faire en vertu du principe dit de la multipostulation, qui permet, dans certaines instances, à un avocat parisien de défendre la cause jusqu'en appel, devant une autre cour d'appel que la sienne, la cour d'appel de Versailles en l'occurrence. Il se trouve qu'en l'occurrence, cette multipostulation ne fonctionnait pas. Cette déclaration d'appel avait donc été faite irrégulièrement. Toute la question était de savoir si elle avait valablement interrompu le délai d'appel, délai d'un mois, délai de forclusion, je le rappelais tout à l'heure. Eh bien, la Cour de cassation a dit oui.
Ce qui implique deux choses. Première chose, et elle l'a précisé, que l'interruption liée à un acte de saisine irrégulier et même annulé, eh bien, vaut non seulement pour les délais de prescription, mais aussi pour les délais de forclusion. Mais cela signifie aussi, deuxièmement, qu'il n'y a pas à distinguer pour la Cour de cassation entre les vices de forme et les irrégularités de fond. Quand la loi nous dit à l'article 2241 alinéa 2 qu'un acte de saisine annulé pour vice de procédure conserve son effet interruptif, il faut comprendre, d'après la Cour de cassation, aussi bien les vices de forme que les irrégularités de fond, ce qui est, entre parenthèses, extrêmement discutable et sans doute extrêmement regrettable en pratique. Ce qui, en particulier, eh bien, paraît tout à fait contradictoire avec les évolutions législatives qui ont tâché d'imposer un rythme très soutenu dans la procédure d'appel. On comprend mal, à cet égard, qu'une fois l'introduction de l'instance, des cadences effrénées puissent être imposées, et que de notre côté, sous prétexte d'une irrégularité procédurale, eh bien, on puisse recommencer un procès d'appel sans encourir de forclusion. Quoi qu'il en soit, on le voit, ces causes d'interruption, ces causes de forclusion, pardon, ces causes de prescription ont à l'avenir moins vocation à s'appliquer puisqu'il pourra y être fait obstacle en cas d'irrégularité procédurale. Quoi qu'il en soit, derrière l'existence de l'action en justice, il faut envisager aussi son exercice.